Alors, nous allons passer à la prochaine conférence. J'espère que votre déjeuner a été riche en échanges et que vous avez pu networker. En France, nous avons la chance d'avoir un réseau de fintech très très dense, plein de talents et d'innovation, une French Tech, comme on aime à les appeler. D'ailleurs, les grands groupes l'ont bien compris et ont saisi les enjeux de ces entreprises pas comme les autres. Il y a quelques succès qui ont fait les gros titres, évidemment. Donc, on peut parler de Compte Nickel, racheté par BNP l'année dernière. L'énorme levée de fonds de Ledger en début d'année, 66 millions, incroyable. Plus récemment, Trésor, qui a été racheté par Société Générale. Et évidemment aussi quelques fragilités qu'on a pu voir avec celui dont on a tous en tête, c'est Uniland et sa faillite récente. Au-delà de ces gros titres, il y a la vie de tous les jours, les expérimentations, les POC, les POV, les protos et autres partenariats que les fintechs et les banques ont conclus encore d'ailleurs. 80% des fintechs, là c'est un chiffre qu'on a récupéré, 80% des banques prévoient d'ailleurs d'élargir ces partenariats dans les prochaines années. Voilà, donc un très bon point. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, s'il vous plaît, messieurs, dames, honneur aux femmes, Sabine Filias, qui a eu la chance d'être des deux côtés de la barrière, donc d'abord auprès de fonds d'investissement, puis dans une fintech, elle est aujourd'hui directrice financière de la Fabrique Baïséa. Vous pouvez mettre là, voilà. Très bien. Nous avons aussi, alors je ne sais pas dans quel sens je vais prendre, Jean Houlaine, qui est cofondateur de Keris. Keris accompagne les petites entreprises, notamment pour leur financement. Elle facilite le financement des petites entreprises. Nous avons également Laurent Herbillon, qui, après une carrière dans les télécoms, a rejoint BNP Paribas et dirige aujourd'hui la practice Open Innovation and Startup Cooperation. Je ne me suis pas trompée, c'est bien ça. Voilà. Nous avons également François-Henri de Plug Company qui a développé une solution innovante d'appel sortant qui s'appelle Meet Me Call et qui a une expérimentation aussi à nous faire part avec la Massif. On pourra en parler un peu plus tard. Et enfin, le meilleur pour la fin, monsieur régulateur, Didier Warzé, voilà, qui est très très bien entouré aujourd'hui. Et qui va nous apporter son point de vue en tant que participante du pôle FinTech Innovation de la CPR. Et pour démarrer ce débat, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole donc, à mes invités. Quels sont les modes de fonctionnement qui aujourd'hui ont le plus de succès selon vous ? Bon, bonjour à tous, merci de nous accueillir dans ce forum. Peut-être en quelques mots, ce que je voulais peut-être partager avec vous, c'est que je crois qu'on a changé un peu d'air et de phase. On est rentré dans une phase beaucoup plus mature dans les modes de collaboration et de coopération entre les banques et l'écosystème des startups. Il y a une phase, je dirais, d'observation, de méfiance. Il y a une phase un peu hype où c'était très à la mode. Effectivement, il fallait absolument parler de collaboration avec les startups. Et ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment rentré dans quelque chose de beaucoup plus mûr. Et on y reviendra, je pense, le long pendant cette table ronde. Ce qui marche, c'est déjà de bien identifier des besoins des métiers, de sourcer des startups qui vont répondre de façon précise à un pain point dans un parcours client, dans un processus interne ou quelque chose comme ça, et qui va vraiment, on va mettre en face une startup qui va résoudre ce problème dans un moment court, c'est-à-dire qu'il faut que le POC, le MVP qui va être développé soit fait dans une période relativement courte, et de créer finalement les conditions d'exécution favorables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut un contrat adapté. Chez BNP Paribas, on a un contrat de 3 pages pour les POC, donc c'est pas le contrat de 100 pages en Arial 6. C'est aussi des programmes. Nous, on a mis en place un peu des programmes d'accélération avec des partenaires comme Plug and Play en France, mais on en a d'autres dans d'autres pays du monde, qui vont créer les conditions favorables, je dirais, de collaboration et de travail
travail entre la start-up et les métiers. Et surtout, c'est que dès le départ, on a une logique de production. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça juste parce que ça fait bien ou de tester. Parfois, évidemment, il y a un taux de chute, mais on essaye vraiment, on a un objectif, c'est de passer en production. Donc, créer les conditions d'exécution favorables, s'adapter à la taille de l'entreprise, de la start-up, d'avoir un vrai problème à résoudre. Nous, on a fait le choix de travailler plutôt pas avec des early stage, parce qu'on veut des start-up qui ont déjà une plateforme qui tourne, des algorithmes qui tournent. Voilà quelques éléments de collaboration extrêmement concrètes et tournés vers une possible industrialisation de la solution. Alors, concrètement, nous, quand on discute avec les différents types d'acteurs, ce qu'on voit, c'est que les modes d'interaction peuvent être assez différents et il n'y a pas forcément besoin d'une prescription d'un mode d'interaction. Pour se digitaliser, pour améliorer leur offre digitale auprès du marché, les acteurs peuvent soit privilégier une connaissance interne et un développement en interne, mais dans ce cas-là, ils vont plutôt avoir des modes de partenariat avec des fintech ou avec des fintech au sens prestataire technologique, donc parfois on dit techfin aussi, ou pour d'autres vont plus chercher à se développer plus rapidement, à bénéficier d'une connaissance du marché, par exemple au niveau distribution d'un certain nombre de nouveaux acteurs, et donc vont nouer par exemple des partenariats commerciaux. De notre point de vue, il n'y a pas de prescription pour une solution plutôt qu'une autre. Ce qui sera essentiel, c'est quand on va avoir un partenariat noué avec une fintech, c'est d'avoir toute la gouvernance associée qui soit correctement prévue, et notamment, par exemple, de vérifier que quand on se met en relation avec une fintech pour développer une activité, ce soit bien, quelque chose qui soit scalable, c'est-à-dire que la proposition de valeur de la fintech soit bien industrialisable dans le contexte de l'activité de l'acteur établi qui a une dimension largement supérieure. C'est un exemple. En fait, au Crédit Agricole, ce qui a fait que la Fabrique by CA a été créée, c'est qu'il y a eu la Fabrique by CA, c'est donc le start-up studio du groupe, et c'est une entité toute nouvelle. L'idée, c'est de créer nous-mêmes en interne des start-up. Alors, d'où est venue cette idée ? C'est qu'en fait, le Crédit Agricole a testé beaucoup de moyens de collaborer avec des startups. Alors, je pense que vous connaissez tous les villages by CA, qui sont des incubateurs, plutôt un gros succès. Il y en a 25 en France, plus de 600 startups hébergées, ce qui est très bien en termes d'acculturation et de début de partenariat. En revanche, là où on se rend compte, c'est que l'objectif de la start-up, qui est une boîte indépendante, elle a sa propre stratégie qui n'est évidemment pas celle du grand groupe, en l'occurrence le nôtre. Il y a beaucoup de partenariats qui ont été mis en place au sein des métiers avec des start-up, mais le problème quand vous travaillez avec une start-up extérieure, c'est qu'elle a sa stratégie. Il y a aussi un vrai sujet de pérennité. On en a parlé tout à l'heure avec maintenant des fintechs qui arrivent face à un vrai mur de financement et il risque d'y avoir des morts dans les prochains mois parce que la première vague de financement des fintechs par les fonds, elle a maintenant 2 à 3 ans. Ça veut dire que toutes les fintechs qui ne se sont pas refinancées là, il y a un vrai sujet de vont-elles avoir assez d'argent pour se refinancer ou est-ce qu'elles vont déposer le bilan ? Et quand on est un grand groupe qui a plusieurs dizaines de millions de clients, c'est compliqué de sortir un produit, de faire de la communication dessus et de se retrouver avec une start-up qui, d'un seul coup, va fermer le rideau parce qu'elle a un problème de cash. Et l'autre problème, c'est que votre start-up, vous ne savez pas, puisqu'elle a sa propre stratégie et sa propre stratégie capitalistique aussi, elle peut se faire racheter. Et si vous êtes en train de faire un partenariat un peu structurant avec une start-up et vous vous rendez compte le lendemain qu'elle se fait racheter par un concurrent, vous avez quand même l'air d'une truffe. Donc tout ça fait que c'est compliqué quand même pour un grand groupe, même s'il est conscient que la start-up est plus agile, qu'elle est plus innovante, qu'elle a des produits, il faut être honnête, globalement un peu mieux faits que les nôtres. C'est pas toujours facile de travailler. Et c'est l'ensemble de ces réflexions qui a mené le Crédit Agricole à se dire, est-ce qu'on ne devrait pas marier le meilleur des deux mondes ? Napoléon disait qu'en fait, la force d'une armée, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'elle va vraiment être puissante ? C'est son nombre multiplié par sa vitesse. Et en fait, le nombre, la force, ça c'est la puissance du grand groupe, la vitesse, c'est la start-up.
Et comment faire pour vraiment marier les deux? Une idée de réponse du Crédit Agricole était de se dire, mais finalement, ces startups, et si on les créait nous-mêmes? Alors, les créer soi-même, on a entendu parler de beaucoup de sujets d'intrapreneuriat. Ça n'a pas forcément été très efficace parce que l'intrapreneuriat, c'est quand même souvent un outil RH qui est sympathique, mais qui est avec des gens qui restent dans une culture de grand groupe. Ce qui fait la force de la start-up. Pourquoi est-ce qu'elle est innovante? Ce n'est pas forcément parce que les personnes dans les start-up sont meilleures que celles qui sont dans les grands groupes. Moi, j'ai dirigé une start-up, on avait des gens de grande qualité. Je n'ai pas l'impression d'avoir que des gens en dessous en termes de niveau maintenant au Crédit Agricole. Je pense que c'est pareil pour tous mes confrères ici présents. C'est qu'on a des gens qui sont dans une autre culture, dans une culture de l'innovation, du test and learn, le fait qu'ils sont aussi dans un environnement où il n'y a pas 50 comités qui font qu'il faut convaincre X plus Y, et que quand on a fait le 4e comité, on se rend compte qu'en fait, il y en a un 5e qui se greffe, et tout ça qui fait que c'est très très long. Dans les startups, on peut itérer. Quand on a une idée, en 3 semaines, on peut réussir à lancer un nouveau projet, un nouveau produit, le mettre face à des clients, et même si le produit il n'est pas totalement fini, parce qu'il faut être honnête, dans les startups, on est plutôt en mode fake it until you make it, ce qui n'est pas faisable quand on est un grand groupe avec sa marque. Et donc l'idée qu'on est en train de tester, et honnêtement, il faut le faire avec beaucoup de recul, et on verra si... Enfin, il faut être modeste, parce que le Startup Studio n'a encore que 9 mois. Mais l'idée a été de se dire, on va créer nous-mêmes des startups sur des sujets qu'on a identifiés, qui sont intéressants, pas forcément dans le cœur business de la banque, mais on va aller créer nous-mêmes nos propres fintech pour ne pas avoir à les racheter dans 2 ans à plusieurs centaines de millions, alors que c'est des secteurs sur lesquels, si on met la bonne équipe, qu'on lui donne de l'indépendance, qu'on lui donne les moyens, et surtout qu'on lui donne le droit à l'erreur, donc de se tromper, de mettre à la poubelle au bout de 6 mois si c'est pas bon, ou au bout de 3 semaines si c'est pas bon, à ce moment-là, on va pouvoir tenter de marier le meilleur des 2 mondes. Oui, je ne peux que partager et rebondir sur ce que vient de dire ma camarade. C'est vrai que pour l'avoir expérimenté et vécu ces quelques dernières années, dans la place d'une start-up qui essaye de grandir, de nouer des relations, des partenariats si possible avec des grands groupes, avec des institutionnels, on se rend compte qu'il y a trois sujets qui reviennent souvent. Le premier, c'est celui de la temporalité, c'est-à-dire que dans le temps que va mettre un grand groupe à se décider, la start-up a le temps de changer 3 fois de projet, de mourir, de revivre. Donc on est vraiment sur une différence de temporalité. Alors ça peut s'apprécier sur le nombre de comités dans le circuit de décision ou simplement le nombre d'acteurs dans le circuit de décision. Et plus on multiplie le nombre d'acteurs dans ce circuit de décision, plus finalement on rend peu probable le fait que ça se fasse à la fin. Parce qu'il y en aura toujours un dans la chaîne qui va dire oui mais attention, c'est peut-être un petit peu risqué ce qu'on est en train de faire, donc c'est peut-être encore pas assez mûr, on va attendre un peu avant d'y aller. Et cette question de la temporalité, elle revient souvent. Le deuxième sujet, c'est la capacité à faire des erreurs, la capacité à prendre des risques dans l'organisation. Ça, évidemment, c'est inhérent, c'est naturel aux startups d'essayer des choses, des fois de réussir, des fois de se planter, de se relever, de faire différemment. Vous l'avez dit, on a une idée, on la teste immédiatement, on fait un essai, soit en projet pilote, soit en grandeur nature. Essayer, faire des erreurs, refaire, ça on sait bien faire. Et c'est pas forcément, c'est même rarement dans la culture des grands groupes, malgré toute la volonté de transformation qu'on constate, hein, et qui est vraiment appréciable. Voilà, pour le coup, les grands groupes qui ont engagé une dynamique de transformation de leur métier, de leur organisation, ont souvent mis en place les structures dans l'organisation pour pousser justement en interne cette transformation. Mais cette culture du changement, elle n'est pas toujours encore arrivée au niveau des métiers plus traditionnels, que ce soit les métiers de la banque ou de l'assurance, finance, risques, régaliens, commerciaux. Et finalement, tous les métiers plus traditionnels de ces institutions n'ont pas dans leur culture de prendre des risques sur des sujets nouveaux. Ils ne sont pas récompensés pour. C'est-à-dire que si l'adoption d'une nouvelle technologie, d'une innovation, d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé réussit, on dit tant mieux. Si ça ne marche pas, vous voyez bien ce qui peut se passer à l'issue. Donc il y a une question de volonté de prendre des risques qui n'est pas encore dans la culture des métiers traditionnels. Et ça,
on le vit quand on est une start-up parce que dans le circuit de décision, avant d'arriver à un partenariat, souvent c'est vrai qu'on va entrer par la porte de la structure innovation, de la banque ou de l'assurance avec laquelle on discute. Et puis dès qu'on va derrière passer devant les fonctions, les directions métiers, on sent que ça va devenir un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Et donc c'est là qu'on va à nouveau revenir sur le sujet de la temporalité, où nous on a besoin de décisions rapides pour avancer, pour confirmer un intérêt et pour continuer à développer un produit. Et si on n'a pas cet intérêt, cette confirmation rapide d'intérêt, dans la start-up, c'est toujours une question finalement de vie ou de mort de son activité, on va être tenté de faire pivoter le projet, d'aller chercher un intérêt, confirmer un intérêt ailleurs. Voilà, donc ça c'est le deuxième sujet qui revient régulièrement. Et le troisième, c'est effectivement le mode de partenariat. Le mode de partenariat où, là aussi, je reviens sur ce que vous venez d'évoquer, c'est comment nouer un lien entre un groupe et une start-up en préservant la culture de chacun et en prenant le meilleur des deux côtés. Là, le point de vue de la start-up, c'est qu'effectivement, on cherche tous à signer un partenariat ou un accord ou quelque chose avec une grande institution. Évidemment, je pense que mon camarade voisin va en parler dans un instant, c'est évidemment ce qu'on cherche tous. Mais on n'a pas envie de le faire non plus en se disant peut-être qu'en signant avec une enseigne, on est en train de se fermer les portes d'un marché qui pourrait potentiellement être plus vaste ou plus ouvert ailleurs. Et donc voilà, c'est aussi une question cruciale, mais qui finalement vient après les deux premiers sujets, qui sont vraiment comment on arrive à travailler ensemble concrètement, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble et comment on fait. Alors en fait, bonjour. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous parler de l'expérience qu'on est toujours en train d'avoir avec Massif, qui aurait dû être présent à mes côtés aujourd'hui. Malheureusement, elle n'a pas pu se rendre présente, la patronne de l'innovation. En fait, avec eux, depuis maintenant 1 an et demi, on est en production pour une solution qui, chez nous, a 2 ans maintenant, qui s'appelle Meet Me Call, qui est en fait la première solution d'appel sortant qui a été conçue pour des conseillers en agence. Donc ce qui est compliqué par rapport à ce qu'on propose, c'est que on est une fintech, la société a maintenant 10 ans, cette solution a juste 2 ans en fait, on a vraiment fait un pivot pour proposer cette solution-là. Ce qui est complexe, c'est qu'à la fois on a une grande expérience de ce sujet de l'appel sortant pour les centres d'appel internes dans le domaine de la banque, de l'assurance ou de l'énergie, mais on a voulu s'attaquer, donc il y a maintenant 2 ans, à un autre secteur qui sont effectivement les agences. Le problème de l'agence, c'est qu'on touche d'un seul coup à des organisations dans les banques ou chez les assureurs qui sont vraiment le nerf de la guerre, c'est-à-dire les gens qui tous les jours font le business, qui tous les jours font les contrats, discutent avec les clients. Donc ce qui est complexe, c'est qu'effectivement convaincre rapidement un réseau de distribution d'implanter au sein de 100 agences, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 700 conseillers, une solution totalement innovante, c'est pas super simple en fait. Ce qui est étonnant, c'est qu'on discute avec un certain nombre de banques, d'assureurs depuis très longtemps, mais que finalement, avec Massif, on a mis peu de temps. On a été labellisé par Finance Innovation fin 2016. À ce moment-là, on a rencontré la directrice de l'innovation. 6 mois plus tard, on était en train de discuter d'une potentielle expérimentation au sein du réseau. Et cette expérimentation a démarré début 2018 avec 30 agences, puis 100 agences, ce qui est le cas aujourd'hui. Je pense que ce qui nous a aidé en fait dans le fait de démarrer cette expérimentation avec eux, c'est qu'on était vraiment un painkiller. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai problème dans le réseau sur le fait de faire appeler les conseillers, que les conseillers appellent effectivement leurs clients. Donc je pense que la direction de l'innovation a très vite compris que pour le métier, c'était vraiment une solution nouvelle et qui allait répondre effectivement à un vrai problème réel du réseau. Pour continuer sur ce sujet, ce qui est vrai, c'est que ce qui aussi a facilité les choses, c'est qu'on a co-construit avec eux la solution qui existe, mais on a effectivement adapté en fonction de leurs besoins dans des modalités de partenariat. On n'a pas décidé de prendre des participations chez nous, on n'était pas forcément ouvert à ça. La société, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, elle est profitable et a été autofinancée depuis le lancement. Mais on a vraiment travaillé en co-construction avec eux sur le sujet, dans l'implémentation ensuite dans le réseau.
L'autre chose également, c'est que je pense que là où effectivement il peut y avoir une concurrence entre des fintechs qui aujourd'hui essaient de capter la relation client qui existe déjà entre des réseaux de distribution ou des banques traditionnelles à réseau et leurs solutions, qui effectivement sont des solutions généralement digitales ou de relations à distance. Je pense que ce qu'a compris Massif, c'est que la solution qu'on proposait était vraiment une solution qui permet justement de s'appuyer sur la particularité du réseau de distribution. C'est-à-dire ce qui fait la force des banques, de vos banques, ou la force des assureurs, c'est effectivement le réseau de distribution classique, traditionnel. Avec une difficulté, c'est que ce réseau a du mal à appeler ses clients parce que c'est un métier que personne ne veut faire. Donc l'idée, c'est de dire, ma singularité, c'est mon réseau, la solution pour être proactif, c'est cette solution-là. C'est vrai que c'est ça qui nous a véritablement aidé à très vite convaincre, faciliter l'implémentation, etc. Voilà. Peut-être juste un tout petit complément sous forme de question. Je pense qu'il y a un vrai challenge à être capable de diffuser une offre nouvelle, un nouveau produit, une innovation dans les réseaux, justement, au plus profond du réseau d'agences, chez des conseillers qui sont à des kilomètres justement de cette volonté de transformation digitale, innovante. Mais je suppose que c'est un véritable enjeu dans les organisations bancaires, ou groupes assurances, que vous avez à gérer. Oui, alors c'est évidemment un vrai enjeu et c'est pas simple. Enfin, nous-mêmes, la fabrique, on a donc nos propres produits maintenant qu'on essaye de pousser dans les agences. Alors c'est plus simple parce qu'on est du groupe, mais ça reste pas évident parce que un réseau d'agences, c'est des conseillers qui ont déjà beaucoup de produits. Et donc la question, c'est comment mettre le vôtre en tête de gondole. Dans mon expérience précédente, donc quand j'étais la DG déléguée d'Uniland, on avait travaillé avec plusieurs banques et c'était pas toujours évident parce que pour la banque, pour le conseiller, c'est toujours pour lui moins simple de vendre un produit qui n'est pas le sien. Et accepter d'avoir un produit qui n'est pas le sien, qui en plus n'est pas sur son poste client, c'est dès qu'il faut lui demander d'aller se connecter à une autre interface, même si elle est en SaaS, hyper bien faite, en fait, dès que c'est pas sur le poste conseiller, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et ça a fait partie des réflexions chez nous pour se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que nous, on a voulu travailler un peu en interne pour un certain nombre de produits? C'est parce que ça reste de la start-up, mais comme c'est de l'interne, qu'on peut le mettre sur le poste conseiller, en fait, ça change tout. Et c'est vrai que quand vous êtes en B2C, la solution n'est pas simple. Et donc, pour une start-up, ce n'est pas forcément évident. Il ne faut pas toujours fantasmer sur un réseau de distribution qui existe, qui est là, mais qui n'est pas forcément accessible. Avoir un asset, c'est bien. Avoir un asset qu'on sait activer, ça change tout. C'est une très bonne question, peut-être juste pour compléter. Alors là, on parle de produits. Dans les coopérations que l'on fait avec les startups, on n'est pas que sur des sujets de produits, entre guillemets, ou de nouveaux produits à pousser aux clients. Et peut-être que, juste par rapport à votre question et ce qui a été dit, je crois que si on remonte juste un peu d'un étage, la question de fond, c'est pourquoi on fait tout ça. Alors, vous y avez répondu en partie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est que les modèles traditionnels d'innovation, dans un monde très ouvert, avec des nouvelles technologies et qui évoluent très rapidement, les modèles d'innovation classiques, je dirais, ne sont plus efficaces. Et que ce que l'on voit, c'est qu'on est obligé aujourd'hui de faire pénétrer l'extérieur à l'intérieur et d'aller sourcer des nouvelles technologies, des nouvelles idées, pas simplement de produits, mais aussi notre capacité finalement à réinventer des parcours clients. Et si on le fait avec des startups, c'est parce que, vous l'avez dit, il y a un sujet de temps, d'agilité, et aussi il y a cette capacité en fait à pointer sur, désolé de l'expression de l'anglicisme, mais sur un pain point. Et donc, et ça c'est la motivation profonde, je dirais, c'est pas juste parce que c'est un phénomène de mode, c'est d'aller chercher des solutions où les grands corporates, c'est pas simplement le cas la banque, c'est le cas de toutes les grandes entreprises, ont quand même une très grande difficulté, je dirais, à pousser et à extraire cette innovation. Et c'est pas une question, effectivement, comme vous l'avez dit, de qualité des collaborateurs, c'est l'environnement qui fait
c'est pas forcément propice à faire émerger de nouvelles solutions. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, pour que ça s'arrête pas au stade d'un POC et qu'on puisse le pousser comme vous l'avez fait à la Massif, c'est que derrière, il faut une vraie infrastructure. Et le deuxième chose, c'est ce qu'on a mis en place depuis un petit moment chez BNP Paribas. On a encore pas mal de chemin à faire. C'est une véritable organisation qui permet de gérer le funnel de l'innovation et le funnel de coopération, je dirais, qui va du sourcing jusqu'à la production. Et c'est d'avoir tout un relais, un réseau de collaborateurs et de collaboratrices dans l'entreprise, d'avoir des processus adaptés, d'avoir des équipes, que ce soit à l'IT, à la compliance, à l'IT, pour pouvoir non seulement faire un POC, mais en même temps, je dirais, préparer le terrain pour la mise en production. Ça veut dire que il faut le penser en amont, et il faut avoir une vraie organisation qui maille toute l'entreprise pour pouvoir, je dirais, passer du stade du test ou du pilote à l'industrialisation. Et ça prend du temps. Ça prend aussi pas mal de temps en termes de culture d'entreprise, parce que en France, pas seulement, mais on est quand même très dans le pain inventé ici. Et donc, du coup, il y a aussi un sujet d'acceptation de travailler avec un tiers sur un sujet peut-être qu'on n'a pas réussi à résoudre depuis longtemps. Donc, il y a aussi une dimension culturelle et de mindset et de formation des collaborateurs, des collaboratrices qui est très important. Ce qu'on voit quand même pas mal, c'est que au départ, lorsqu'il y a eu une certaine méfiance vis-à-vis des fintechs de la part des acteurs établis, c'était à propos de craintes légitimes dans certains cas, d'avoir des acteurs soit qui bénéficieraient d'une forme d'avantage concurrentiel vu par rapport aux régulateurs, ce qui n'est pas le cas, soit de gens qui allaient leur attaquer la chaîne de valeur et leur piquer des parts de marché, aussi en bénéficiant de ce type d'avantage. Or, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'idée que les fintechs allaient concurrencer excessivement les acteurs établis commence à être un peu battu en brèche, et le véritable concurrent technologique qui est en train de se manifester est plutôt du côté des big tech, des GAFA. Et donc, pour être capable de répondre à cette menace qui est plus réelle, même on ne peut pas exclure que quelques fintechs réussissent effectivement à passer à la surmultiplier et soient des concurrents sérieux, mais à l'heure actuelle, on n'envisage pas qu'elles puissent mettre à terre des grands acteurs établis elles seules. Pour faire face à ces nouvelles menaces, les acteurs établis ont besoin de se digitaliser. Alors, c'est vrai qu'un superviseur a toujours tendance à focaliser sur les risques, à faire ceci, à faire cela. On doit dire que sur ce qui est de la digitalisation des acteurs, il y a un risque à ne pas le faire. Donc, un des premiers risques, c'est de ne pas mettre en œuvre sa propre digitalisation. Et pour le faire, donc comme je l'ai entendu là, il y a un besoin notamment d'avoir une forme de révolution culturelle en interne pour que l'ensemble des collaborateurs soient prêts à y participer. Et après, à partir de là, beaucoup de fintechs vont être des interlocuteurs, des aiguillons de cette propre digitalisation, avec des stratégies différentes selon, d'ailleurs, y compris les cultures d'entreprise. Bon, avec cette fois-ci un certain nombre de risques associés ou de choses à traiter pour ne pas aller trop loin, pas mettre en danger l'entreprise elle-même à cause de risques d'image ou de risques opérationnels. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être plus tard. Alors, je rebondis juste sur quelque chose dont on avait parlé en préparation de cette table ronde qui m'avait marqué, c'est que à internaliser, comme vous le faites en ce moment dans les grands groupes, l'innovation, est-ce qu'il n'y a pas un risque à terme justement de tuer l'innovation ? Honnêtement, je pense que même si l'innovation est internalisée, et ce qui est plutôt une bonne chose dans les grands groupes, je pense que la beauté de l'innovation, c'est qu'elle naîtra toujours et elle renaîtra ailleurs. Enfin, on ne va pas tuer l'esprit d'entreprise et l'esprit de start-up, même si on en crée nous-mêmes ou si on en rachète ou si on fait des partenariats avec elles. Si jamais des start-up deviennent trop grosses et elles-mêmes commencent à devenir, comme nous, un petit peu moins agiles, eh ben c'est pas grave, il y en a des nouvelles qui se recréeront. Donc non, je ne vois pas pourquoi l'innovation finirait par disparaître. Au contraire, enfin, il y a toujours des choses à inventer.
Oui, je crois qu'il faut faire confiance à la dynamique entrepreneuriale qu'on a dans le pays. Et je suis d'accord, il y aura dynamique entrepreneuriale, évolution technologique qui sont continues, permanentes. Si on regarde la vague FinTech qui est née il y a quelques années maintenant, elle s'est quand même beaucoup appuyée sur la techno, qui ont rendu possible de réduire certains parcours clients, de réduire certains process, de les accélérer, de les automatiser. C'est beaucoup partie de la technologie et finalement c'est la technologie qui a fait naître une révolution des usages clients ou processus internes. Et il y a encore probablement de belles évolutions technologiques à l'horizon qui devraient encore continuer à transformer les choses. Alors c'est vrai que peut-être que les innovations qui sont, ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure actuelle comme des innovations qui sont portées par des fintech, qui sont en train progressivement de grossir, de s'intégrer à des métiers ou à des organisations plus traditionnelles. Peut-être que demain, ce ne sera plus des innovations, une fois que ce sera intégré, que ce sera assimilé, que ce sera adopté. Mais oui, il y en aura d'autres, il faut espérer. En tout cas, on est là pour ça. Alors d'ailleurs, on a, si vous pouvez voir là sur l'écran de retour, on a une question qu'on a posée à nos spectateurs, et aujourd'hui 35 participants ont répondu. En majorité, oui, sur le fait qu'ils pensent avoir une licorne dans les 2 ans à venir. En France, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout dépend ce qu'on appelle une licorne et pourquoi et comment on la définit. Donc une société une start-up qui en France vaudra plus d'1 milliard, soit lors d'une IPO, soit lors d'une levée de fonds. On en a déjà quelques-unes, hein. Donc je suppose que la question c'est est-ce qu'on en aura une nouvelle ? 2 ans, ça me paraît un peu court, vu où on en est, parce que les grosses sont déjà bien identifiées. Alors est-ce que c'est un sujet fintech ou c'est un sujet plus général sur la licorne ? Fintech ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non sur 2 ans. Je voudrais pas être pessimiste. On risque de déborder sur le sujet du financement des entreprises, qui est un autre vaste sujet. C'est vrai qu'il y a des beaux exemples, des belles histoires de start-up françaises qui sont devenues des licornes. Si on se compare à d'autres pays où le financement des start-up est plus dynamique, on risque de rougir un petit peu. Donc, mais bon, après, voilà, c'est en train d'évoluer aussi en France. Il y a un environnement fiscal, financier, économique qui évolue. Donc ça peut s'accélérer. Maintenant, c'est vrai que parmi dans le panorama d'aujourd'hui, quelle start-up peut demain, dans 2 ans, faire 1 milliard d'euros ? Pas être acheté avant. Ouais. C'est vrai qu'en France, les startups ont quand même plutôt tendance à être vendues beaucoup plus tôt. Nickel aurait peut-être pu devenir une licorne, mais voilà, vous l'avez racheté avant et du coup, vous lui avez brisé les ailes. Je n'ai pas dit d'un point de vue métier, hein, du point de vue valorisation, mais non, c'est un vrai sujet. En France, les belles startups ont tendance à se faire racheter plus tôt parce qu'il y a ce fameux mur de l'equity dont je vous parlais tout à l'heure, et parce que, il y a aussi peut-être on peut dire aussi parce qu'on a un marché M&A qui peut être un petit peu dynamique et des grands groupes qui, du coup, là, peuvent faire aussi leur travail, c'est-à-dire identifier, avant qu'elles vaillent 1 milliard et qu'elles ne soient plus achetables, des sociétés qui peuvent être utiles dans nos groupes. Il y a peut-être aussi le fait que, comme on est sur un marché très mature et sur lequel les acteurs établis maintenant se digitalisent aussi très vite, pour du B2C, ça va devenir de plus en plus compliqué d'aller attaquer le marché sans avoir un relais auprès d'un acteur établi. Dès lors que la FinTech aura noué des relations très importantes avec un acteur établi, à un moment donné, la question se posera d'intégrer ce groupe ou d'aller chercher d'autres sources de financement pour lesquelles, effectivement, le marché français est encore un peu compliqué. Après, peut-être que des nouveaux modes de financement permettront à certaines de se développer autrement. Je suis désolé qu'on ait racheté le compte Nickel avant vous, mais c'est... non, je rebondis sur le B2C. Je pense que, personnellement, je n'ai pas de boule de cristal. Si j'en avais une, je ne serais pas là. Je pense que dans le domaine du B2C, je partage totalement votre point de vue. Je pense que les belles histoires sont
je ne sais pas si elles sont devant nous. Voilà. On peut regarder la valorisation de N26, par exemple, qui est un indicateur intéressant, mais qui est voilà, d'une fintech à l'échelle européenne. Je pense que, sans avoir des noms à partager, je pense que là où il y a quand même encore un potentiel très important, c'est TPE et SME sur ce segment de marché. Je pense qu'il y a un potentiel absolument incroyable grâce au digital, à l'intelligence artificielle, à la blockchain, etc., de changer de façon assez radicale en fait, les modes de financement à court, moyen, long terme, de trésorerie, etc., des petites et des moyennes entreprises, et en fait de changer la vie des petites entreprises sur tout le volet financement, le volet comptable. Voilà. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à la fois pour les banques et aussi pour des fintechs dans le domaine TPE et SME. Et puis valoir 1 milliard d'euros, c'est pas forcément une fin en soi non plus, quoi. C'est vrai que le principal enjeu économique qui revient souvent, c'est comment faire en sorte que plus de PME deviennent des ETI, puisque c'est vraiment elles qui drainent la force économique, l'emploi dans le pays. Et c'est quelques licornes à 1 milliard d'euros, c'est bien parce que c'est emblématique, c'est symbolique, mais c'est pas ça finalement qui porte l'économie du pays. Et effectivement, sur les sujets du financement, le financement c'en est un, mais d'une manière générale, comment faciliter la croissance des TPE, PME vers des plus grosses entreprises demain, plus solides, plus robustes, plus pérennes à long terme. C'est l'autre vrai enjeu dont on pourrait parler. Donc un avis partagé également parmi les intervenants. J'avais aussi une question par rapport vous l'avez évoqué, par rapport au risque, à la menace des GAFA. C'est vrai qu'on parle de l'écosystème FinTech banque, mais dans cet écosystème, les GAFA ont aussi potentiellement une part à jouer. Comment vous anticipez, comment vous préparez potentiellement cette arrivée ? J'ai presque envie de répondre à ça pour je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais ce que je pense, c'est que, c'est un peu ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui fait la singularité des banques françaises, avant tout face aux GAFA, c'est justement le maillage géographique, local, d'agences, de conseillers qui sont les plus formés aujourd'hui pour répondre à la problématique des clients, qui connaissent les clients, même si tous les 5 ans ou peu importe, ils tournent, mais c'est quand même eux qui font vivre aujourd'hui les banques, qui savent parler aux clients, qui connaissent les produits. La vraie difficulté, c'est qu'effectivement, depuis des années, la digitalisation, et il fallait de la digitalisation, et banque à distance, en fait, a fait qu'effectivement, les contacts spontanés des clients ont totalement baissé. Des contacts spontanés qui baissent, c'est des opportunités de discuter avec un client, de comprendre quelles sont ses attentes, ses besoins, etc. Et donc de réagir ou de proposer un autre produit, de faire évoluer ce qu'il possède, de faire de la vente additionnelle. Et effectivement, la vraie difficulté, c'est de faire en sorte que... Alors, soit effectivement, on dit il faut fermer ces 38 000, je crois qu'il y en a 38 000 ou 36 000 points de vente en France progressivement parce que ça n'a pas de sens de les garder parce que tout doit devenir digital. Ou bien au contraire, on peut se dire comment est-ce que ces réseaux peuvent petit à petit reprendre l'initiative du contact, discuter avec les clients, laisser la digitalisation faire ce qu'elle a à faire, parce que ces clients demandent effectivement de la digitalisation, mais en tout cas les rendre plus proactifs. Et ça, je pense que les GAFA vont mettre un petit moment à, même si certains y pensent dans d'autres domaines que la banque ou la finance, mais vont mettre un petit moment à construire des réseaux de vente avec des conseillers dans lesquels on a confiance, qui ont travaillé cette confiance d'année en année. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Juste peut-être, parce que le sujet des GAFA, c'est un peu le thème qui souvent agite souvent ce genre de débat. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses sur le sujet des GAFA. D'abord, les GAFA, ce qu'ils font, indépendamment d'être en concurrence ou pas, un jour ou l'autre avec les banques, c'est que déjà, ils ont donné un standard du marché en termes d'expérience client.
Donc ça, c'est effectivement. Et donc aujourd'hui, les clients des banques, ils attendent que les banques délivrent le même niveau d'expérience client, one click, mobile, et une expérience utilisateur sans couture. Donc la première chose, finalement, et quelque part, c'est un aiguillon plutôt positif, parce que le standard du marché, c'est le standard d'expérience client des GAFA. C'est le premier point. Deuxième point, je pense que, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que la banque, c'est un métier extrêmement complexe, avec une réglementation qui est très importante, et qui fait que les banques, aujourd'hui, sont des acteurs légitimes pour, je dirais, délivrer des produits, des services qui correspondent à la fois aux attentes des clients et aussi qui, évidemment, prennent en compte toute la dimension réglementaire et de risque. Après, je pense que le vrai sujet, c'est à l'intérieur des GAFA, tous n'ont pas le même statut ou la même posture. Si on prend Amazon, qui effectivement commence à proposer certains services, etc., ou qu'ils intègrent dans leur parcours client des services qu'on peut qualifier des services financiers, c'est le sujet derrière ça, c'est l'économie de plateforme. C'est-à-dire que demain, le vrai sujet, c'est la capacité finalement de la banque à s'intégrer dans le parcours client de tiers, y compris le parcours client donné par, de GAFA, à pousser ses services. Et c'est aussi l'enjeu pour la banque de pouvoir intégrer dans son propre parcours client de services qui peuvent être fournis par des tiers, des fintech ou des grands acteurs de la big tech. Et je pense que le vrai sujet, c'est pas une concurrence, je dirais, head-to-head entre les GAFA et les banques, c'est les plateformes. Aujourd'hui, l'acteur majeur dans l'économie de plateforme, évidemment, on pense tout de suite à Amazon, et c'est la capacité des banques à s'intégrer finalement de façon assez fluide et assez facile dans les expériences tierces. Et donc c'est le sujet de bank as de plateforme ou bank as a service, ou d'intégrer des services tiers dans son... Et c'est ça le vrai sujet. Et le vrai sujet derrière ça, pour les banques, c'est la capacité évidemment à avoir des API, à avoir, je dirais, une infrastructure technologique qui permet de le faire de façon simple et à un coût réduit. Justement, je vais rebondir sur le sujet infrastructure et faire un lien avec ce matin. Parce que la plupart des GAFA, le fuel, sans faire de référence à l'actualité, de leur activité, c'est la donnée. C'est l'utilisation des données, l'intelligence artificielle, etc. Donc l'ensemble de ces sujets sont donc des sujets importants pour les acteurs. Mais ce qu'on a aussi, c'est que ces GAFA se sont positionnés à la fois sur des références en matière de service aux clients, d'ergonomie de ce qu'ils proposent, digital, mais ils sont aussi de l'autre côté de la chaîne sur les infrastructures de cloud qui sont d'une certaine façon devenues un des fondamentaux de beaucoup de services digitaux, de fintech et d'autres acteurs. Et un des risques qu'on peut voir, c'est le fait qu'ils aient ces deux côtés de la chaîne de valeur sur laquelle ils entrent, et donc posent des questions en matière d'indépendance, notamment des acteurs établis vis-à-vis de leurs potentiels futurs concurrents, si ce n'est sur toute l'activité, parce qu'effectivement, l'activité de banque, l'aspect réglementaire, prudentiel, etc., peut rebuter les GAFA qui n'ont pas envie d'être soumis à cette réglementation, mais ils pourraient parfaitement décider de s'emparer, chercher à s'emparer en tout cas, de la partie relation clientèle et accès à la donnée, et dès lors qu'ils sécuriseraient intégralement l'accès à la donnée, vu qu'ils savent la traiter et qu'ils ont déjà pas mal d'avance en matière d'intelligence artificielle, pourrait rendre les autres acteurs complètement dépendants d'eux. Donc c'est là un des risques associés au GAFA. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant quand on pense à la chaîne de valeur du monde bancaire, on a en fait les banques, historiquement, avaient un peu tous les maillons de la chaîne. C'est-à-dire c'était eux qui produisaient les produits, qui avaient le crédit conso, pouvaient avoir le leasing, enfin tout ce qui va être les produits bancaires, faisaient eux-mêmes l'IT au milieu, qui permettait de faire que ça existe, et étaient eux-mêmes, on va dire, la partie distributeur, avec les agences qui étaient le lieu de distribution. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde historiquement comment se sont montées les fintechs, elles se sont montées en, on va dire, un peu débundlant
cette expérience qui était unique en se mettant chacune sur une spécificité. Donc vous avez les startups qui se sont mises à faire que des services de paiement au début avec des SP1. Donc se mettre sur la partie paiement, acquisition. Il y a des débuts de services bancaires. On a vu ensuite, parce qu'on a eu des banques as a service, type des Trésors, des Solaris, qui, eux, se sont dit, nous, on va se concentrer là où on est bon, c'est-à-dire sur l'IT au milieu. Et là-dessus, on pu se plugger des fronts, par exemple, des Conto, des N26 au début, des Revolut, qui se sont dit, bah, moi, je vais me plugger et faire que la relation client. Et donc, en fait, ces startups, involontairement, alors est-ce que c'est la main invisible du marché, mais se sont mis à recréer ensemble, chacune sans penser à l'ensemble de cette chaîne de valeur, ont recréé ensemble une chaîne de valeur qui devient quasi complète entre ceux qui vont fournir du crédit, ceux qui vont fournir la plateforme technologique au milieu et ceux qui vont être sur le front. Et c'est vrai que là où chacun ne faisant qu'une partie est extrêmement bon et permet d'avoir la meilleure expérience pour le client. Et donc le vrai sujet aujourd'hui pour la banque, c'est de voir comment est-ce qu'elle passe d'un modèle totalement intégré, je fournis des produits, j'ai un outil technologique au milieu, mais qui ne sait que discuter avec mes producteurs de produits, de services et mes distributeurs qui sont mes agences, comment je réussis à intégrer d'un point de vue technologique et également culturel des produits externes, comment est-ce que peut-être je peux dire, bah voilà, mon vieux système legacy, soit je le change et je le passe ailleurs, soit je réussis à l'apaiser et à le rendre suffisamment agile pour permettre à des distributeurs de se plugger sur moi et du coup aller chercher mes producteurs de services et profiter de mon IT qui a quand même si elle est lourde, elle a quand même l'avantage d'être solide et quand même efficace. Et comment je permets, moi, pourquoi pas, aller créer des propres fronts de distribution, mais qui vont aller distribuer d'autres types de produits. Et c'est finalement toute cette question-là qui se pose aujourd'hui avec cette chaîne bancaire qui est à la fois restée la même, mais qui s'est vraiment scindée en 3 parties avec des acteurs extrêmement forts sur chacune. Et du coup, c'est compliqué pour la banque d'être aussi forte sur chacune de ces trois parties de la chaîne de valeur, là où elle est attaquée par des gens spécialistes et du coup très forts sur chacune de leurs petites niches. Ça me fait penser à un papier qui est sorti ce matin ou hier par Citibank, qui aborde ce sujet-là alors sous l'angle API. Le parti pris, c'est l'APIisation du métier bancaire, c'est inéluctable, il vaut mieux l'embrasser que la subir, et les banques doivent immédiatement commencer à réfléchir à APIiser leurs services, aussi bien côté crédit que dépôt, pour les mettre à disposition d'acteurs, de tiers qui sont capables d'avoir une relation optimisée avec les clients. Alors ça pose évidemment les questions de sécurité, de standardisation qu'on peut imaginer. Mais le métier bancaire, enfin, si on repense à ce que c'est, effectivement, c'est très réglementé, c'est complexe. Et au final, ce que c'est un bilan. Une banque, c'est une capacité à transformer des dépôts de ses clients en crédit à l'économie. Alors, elle le fait, elle va chercher les dépôts de ses clients via son réseau d'agences. Elle est capable de proposer des crédits bien formulés, bien adaptés aux besoins de ses clients via elle a aussi son réseau d'agences. Mais finalement, le cœur, le réacteur de la fusée, c'est le bilan. Et ce qu'on a vu apparaître avec des SP2, notamment en Europe ces dernières années, c'est l'APIisation du côté dépôt, c'est-à-dire la capacité à des acteurs d'aller chercher des dépôts ou de proposer des interfaces qui permettent d'agréger des comptes, en tout cas de faciliter l'expérience client côté épargnant, côté déposant. Et le sujet, c'est qu'en est-il des API crédit ? Il faut que demain, plus d'acteurs soient capables de se brancher sur les API crédit d'une banque. Autrement dit, envoyer à la banque une information via une API, donc un fichier informatisé, toutes les informations sur le client, sur la demande de crédit du client, et que la banque soit capable de répondre instantanément sur oui, on fait crédit, combien ou pas. Et que derrière, voilà, le tiers puisse relayer cette information à son client. Et ce besoin de la capacité à transformer les dépôts en crédit, il n'est pas prêt de s'éteindre. Enfin, on a vu effectivement, on parlait du Nilen tout à l'heure, mais le métier, par exemple, hein, c'est une belle illustration, le métier du crowdlending en général, il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé sur ce nouveau modèle il y a quelques années.
On voit qu'aujourd'hui, ça continue à croître, mais à un rythme qui n'est peut-être pas celui espéré. Et en fait, pourquoi ? Parce que en fait, on s'aperçoit dans la réalité que c'est très compliqué de faire correspondre des besoins de financement d'entreprise à des désirs de dépôt, d'épargne des particuliers, des individus, et qu'au final, le modèle du crowdlending, qui au départ était de faire prêter le particulier à l'entreprise en direct, en réalité, ce que ça devient, c'est beaucoup d'institutionnels qui sont agrégés sur une plateforme, qui prêtent à des entreprises, avec pour une moindre partie des particuliers. Encore une fois, c'est compliqué de gérer cette transformation et ce matching entre les désirs des épargnants et les besoins des entreprises. Et ça, la banque sait le faire aujourd'hui. Et voilà, a priori, elle va savoir le faire pour longtemps. Et ça, c'est pas quelque chose que les GAFA vont inventer du jour au lendemain, parce que c'est un métier très vieux. Merci beaucoup. Alors, vous avez souhaité laisser la parole au public. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on a un micro quelque part. La première question est toujours la plus dure. Bonjour, Frédéric Ginius, Société Générale. J'avais une question pour vous, madame. J'aimais bien la présentation que vous faisiez de la situation en disant que finalement chaque start-up était très spécialisée dans son domaine et que les banques elles faisaient tout et donc elles n'étaient pas spécialisées. En même temps, quand on écoute dans les banques, en tout cas, moi je ne suis pas côté retail, mais c'est ce que j'entends à gauche, à droite et pas que à l'AG, on a l'impression qu'il y a quand même une spécialisation dans ces grosses structures et qui finalement auraient la capacité de doubler, mais ils ne le font pas. C'est le constat qu'on fait tous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, finalement, ces gros acteurs de se segmenter pour devenir des acteurs un peu plus petits, un peu plus agiles et capables finalement de répliquer ce qui fait le succès, ou en tout cas ce que vous montrez comme le succès des startups? C'est une très bonne question. Je pense que les banques sont organisées en métiers qui eux-mêmes sont assez spécialisés qui du coup aussi essayent de se rénover, je pense qu'il y a plusieurs sujets dans votre question. Il y a une question de distribution. Historiquement, les banques étaient quand même plutôt à j'ai mes propres produits qui sont assez spécialisés, mais qui sont vendus par un vendeur qui lui-même est un généraliste. Donc, du coup, c'est pas forcément les produits n'étaient pas forcément vendus en direct. Aujourd'hui, c'est pas quand vous êtes dans une banque le produit, par exemple le leasing, il n'est pas forcément évident d'aller le prendre en direct. Alors au Crédit Agricole, il y a un nouveau produit Cash in Time qui est sorti pour justement aller faire du direct. Mais c'est vrai que c'est pas une habitude, c'est pas dans la culture historique de la banque de sortir de ce canal un peu unique qui est l'agence ou en tout cas la banque universelle, qui fait que on vend de tout parce que nos clients sont différents et peuvent avoir des besoins qui sont très différents. Et donc, si on veut jouer notre rôle, il faut avoir une palette de services qui est très très large. Et donc, c'est pas forcément évident quand vous devez avoir une palette de services très large, à la fois de le distribuer efficacement et également d'être très efficace sur chacun des produits. Et puis, je pense qu'il y a un sujet classique, c'est qu'un nouvel entrant, comme c'est le cas des fintech, elle réinvente le métier en permanence parce qu'elle le regarde avec un œil neuf. Et c'est comme ça que vient l'innovation dans tous les secteurs. C'était vrai dans la biotech, c'est vrai aussi dans la fintech, où quand vous venez de l'extérieur, que vous n'êtes pas banquier, parfois vous regardez les choses différemment, vous disant, mais au fait, on a toujours fait comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le problème par un tout autre bout et du coup avoir un produit qui va être plus innovant? Et donc oui, c'est toujours difficile quand on est dans un métier de repenser la manière dont on le fait et de réfléchir à non pas comment on fait les choses, mais à repenser à pourquoi, quel est le besoin du client. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qui est un travail quotidien, mais qui est beaucoup plus dur pour une organisation qui a déjà son historique, ses habitudes, ses process. Et où peut-être, je pense que c'est le problème des grands groupes, c'est de toujours se reposer la question de pourquoi on fait les choses et est-ce qu'on ne devrait pas les faire différemment, voire totalement différemment.
En fait, ça rejoint le sujet de legacy. On a une legacy informatique, une legacy humaine de culture et une legacy de procédure. Et l'ensemble des trois, aller contre, ça nécessite beaucoup d'efforts. Alors qu'une start-up, effectivement, qui arrive, peut, dès le départ, décider de quelle culture, quelle procédure et quel système d'information elle va mettre en face pour tout optimiser. Bonjour, Raymond Cheng du cabinet Investance. J'avais une question. Est-ce que ça ne remet pas en perspective le rôle des banques, notamment en matière de fourniture de services? Notamment ce matin, on parlait d'Arkea qui fait beaucoup de sous-traitance. Après, la question, et je reprends le point de Jean-Roulin tout à l'heure, le métier de banquier, c'est un vrai métier ancien, avec une spécialisation. Et cette spécialisation, on peut la mettre à disposition sur certaines chaînes de la chaîne de valeur, sur cette partie de la chaîne de valeur, et ce qui fait que finalement, sur certains aspects où on a des acteurs spécialisés extrêmement agiles, arriver à une situation où finalement la banque conserve la partie usine et la partie distribution, on s'appuie sur ces fintechs et on retrouve, dans une moindre mesure, mais un système à l'américaine où on a la distribution d'un côté et les usines de traitement de l'autre. Est-ce que ça, c'est un modèle sur lequel on peut être amené à arriver, notamment en France ? Vous voyez l'enthousiasme à vous répondre. Donc ça veut dire que c'est une très bonne question. Écoutez, alors, moi je vais faire un petit parallèle et puis après chacun en tirera peut-être des conclusions. Il y a une industrie qui a fait face exactement à ça, qui est l'industrie des télécoms. Pour une raison simple, c'est-à-dire que avant l'arrivée, je vais caricaturer, hein, avant l'arrivée de l'iPhone, donc l'iPhone m'a tué, on faisait du contenant. On faisait des réseaux et on faisait du contenu. Et pour ceux qui se souviennent, Orange, le portail Orange, V-Live de Vodafone, etc., etc. Et donc, il y avait une volonté de maîtriser de bout en bout un réseau, des contenus, des produits, des services. On sait ce qui s'est passé après. Où effectivement, il y a un mouvement où les opérateurs télécoms se sont retrouvés dans une situation d'être plutôt fournisseurs finalement d'infrastructures, de produire une infrastructure, un service, voilà, un tuyau de bout en bout avec de l'intelligence et une partie du marché des contenus, du service et une partie peut-être de la relation client est partie aux mains d'autres acteurs. Et il y a un acteur qui, pour ne pas l'avoir compris, est mort, enfin, ou en tout cas est en train de revivre, mais c'est Nokia, qui est resté sur un modèle totalement intégré, ne voyant pas venir cette unbundling dont on parlait et cette désintégration de la chaîne de valeur. Donc ça, c'est toujours... Regardez ce qui s'est passé dans d'autres industries, c'est toujours intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer exactement la même chose. Premier élément de réflexion. Deuxième élément, je crois que effectivement, le risque, c'est à un moment donné d'être d'un côté l'usine et de l'autre côté que le front digital répondant aux exigences des clients et à leurs attentes soit effectivement décorrélé quelque part et que du coup les marges qui y sont associées, voilà, c'est effectivement le. Je pense que les choses sont peut-être pas aussi entre guillemets binaires et que à nouveau, d'abord il y a une transformation profonde des banques aujourd'hui, justement dans la qualité qui est apportée, la mobilité, et la qualité du service, et donc la capacité finalement quand même à rejoindre les standards du marché. Je suis tout à fait conscient que voilà, la route est encore longue, et je pense que les choses ne vont pas être, je dirais, binaires, et elles vont être très différentes d'un métier à l'autre de la banque, et que je pense que vraiment ce qui va se passer, c'est plutôt une combinaison de services. Il y a des cas où la banque va rester de bout en bout le producteur et le distributeur. On peut penser notamment par exemple au prêt immobilier. Et il y a des cas où ça va être une combinaison, je dirais peut-être d'acteurs tiers, où la banque va peut-être
peut-être être une usine et fournir des produits, ils vont être distribués. Donc je pense qu'on est à l'aube d'une modification, je dirais, de l'industrie et de la répartition. On parle de cette chaîne de valeur, mais je ne crois pas trop au scénario à la télécom, où effectivement une espèce de décorrélation, d'un côté la production de l'autre et la distribution. Je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, et que ce qui va se passer notamment en termes d'open banking avec la mise en place de la DSP2 va être plein d'enseignements sur la capacité des banques justement à se projeter dans un parcours client tiers ou à intégrer le service d'un tiers. Alors, bon, déjà, on parle des banques beaucoup, mais on a aussi l'exemple du secteur de l'assurance, qui est un secteur où on a des assureurs qui travaillent avec des intermédiaires, des gros intermédiaires, etc. Et on a aussi des assureurs qui cohabitent, qui travaillent en direct. Donc on voit qu'on peut avoir une cohabitation de deux types de modèles du moment que les gens font correctement leur métier. L'autre remarque que j'avais là-dessus, c'est les banques, le fondamental de leur métier, c'est leur capacité à évaluer les risques, notamment les risques de crédit. Et pour ce faire, ils doivent avoir une connaissance du client. Donc des modèles où ils perdraient cette connaissance du client, ça, c'est pas tellement possible. Après, des modèles où ils utilisent des partenaires pour la distribution, du moment que ça respecte un certain nombre de règles en matière de protection des consommateurs, par exemple, une chaîne d'intermédiation trop longue qui perdrait complètement les consommateurs, c'est quelque chose qui serait mauvais pour eux et qui ne serait pas tellement acceptable. Mais hormis ce genre de cas, ça peut donner naissance à des modèles qui fonctionneraient. Et donc, on peut imaginer qu'on aura un univers bancaire avec des choix différents selon les organismes. Pourquoi pas ? Merci beaucoup. Le régulateur a finalement eu le mot de la fin. Le temps est écoulé, donc je vous remercie.